ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de data et d'intelligence artificielle qui forme des étudiants à la data analyse avec un bachelor et un master également de data engineer, et qui forme également des collaborateurs d'entreprise pour aborder les problématiques de data et d'IA au sein des entreprises. Alors Enesia est né il y a 3 ans d'une initiative commune entre Nicolas Lopez, ici présent, et le groupe Miromini l'Éducation, dont je suis la déléguée générale. Donc Miromini l'Éducation, c'est un groupe qui a été créé en 1937 et qui comporte, en plus d'Enesia, 4 écoles. Donc nous avons une école de comptabilité et d'audit qui s'appelle l'ENOS. Donc j'ai plaisir à dire souvent que c'est the oldest, the biggest and the best des écoles de comptabilité en France. Nous avons également une école de transport et logistique qui forme des managers et qui existe maintenant depuis 80 ans. Une école de RH, l'école des ressources humaines, qui existe depuis 1956. Et nos dernières nées, donc Enesia, et également une école qui s'appelle l'EFA, qui est une école d'audit en collaboration avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc la soirée de ce soir rentre dans un cycle de conférences que nous organisons régulièrement, enfin régulièrement, du moins on essaie de faire quelques conférences, 1 ou 2 conférences par an. Donc elles sont organisées en général par Enesia, parfois en collaboration avec notre école de comptabilité, et sur des thèmes variés. Et ce soir, c'est une conférence qui est organisée, comme vous l'avez vu, en partenariat avec Historia. Partenariat dont nous sommes très heureux et très fiers. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole au directeur éditorial d'Historia, que l'on ne présente plus, puisque tout le monde connaît, bien sûr, Franck Ferrand. Merci infiniment, chère Catherine Gatsa. Je crois qu'on doit pouvoir vous applaudir pour votre accueil. Merci beaucoup aussi de cette initiative, d'avoir organisé cette rencontre ce soir pour célébrer la mise en contact de 2 mondes, de 2 sphères qui, a priori, ne travaillent pas toujours ensemble. Je ne dirige le pôle éditorial d'Historia que depuis 18 mois, pour tout vous dire. Et c'est une maison vénérable. Tout le monde, je crois, connaît ici ce magazine qui a vu le jour en 1909. C'est-à-dire que nos grands-parents, souvent, étaient déjà abonnés à Historia. Le magazine a traversé toutes les époques, toujours avec le même succès. Nous restons le premier magazine d'histoire en France depuis tout ce temps. Et je suis heureux de saluer la présence de notre rédacteur en chef chargé du web ce soir. Ça n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si le rédacteur en chef du magazine n'a pas pu venir. Il me prie de l'excuser. Il a eu un petit accident pas très grave, mais enfin qui l'empêche de se déplacer malheureusement. Et que le responsable du web est là en revanche. Je pense que tout est dit dans l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'histoire des sciences. Et dès le début, quand je suis arrivé à l'Historia, je me suis dit qu'il fallait que nous donnions à cette histoire des sciences une place plus grande. C'est ce que j'ai fait notamment en recrutant le professeur Jean-Noël Fabiani, qui a une chaire très importante d'histoire de la médecine et qui raconte l'histoire de la médecine. Et c'est ce que nous essayons de faire ponctuellement sur des sujets qui nous tombent sous la main. Je connais bien Nicolas Lopez, auquel je vais donner la parole dans quelques instants, et avec lequel nous avons des conversations extraordinaires, enflammées. Nous partons dans les étoiles, si je puis dire, en discutant, en tirant constamment, en traçant des plans sur la comète. Et nous parlons souvent de cette histoire des sciences. Et Nicolas m'a dit, à l'époque même où j'ai été nommé à la tête de cette vénérable maison, il m'a dit qu'on n'accordait pas suffisamment d'importance à cette histoire des sciences. J'en suis parfaitement conscient. Et nous essayons, dans la mesure du possible, de combler cette lacune. Et je salue la présence de Stéphane Ancel, qui fait partie de ceux qui s'intéressent très précisément à cette histoire-là et qui ne la considèrent pas d'ailleurs seulement sous l'angle pratique d'une histoire événementielle de l'évolution des sciences et des techniques, mais sous l'angle plus général d'un rapport à l'histoire des mentalités et la science, si je puis dire, comme
un objet mental. Et ça, c'est passionnant, et c'est ce vers quoi nous allons essayer de faire tendre la conversation de ce soir, si vous le voulez bien. Alors, nous évoquerons les origines conceptuelles de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence artificielle, vous le savez mieux que moi, même qui est ici, date de 1956, en tout cas officiellement. Ça date de cette conférence de Dartmouth, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Avant, on ne parlait peut-être pas d'intelligence artificielle, mais on commençait déjà à l'envisager, puisque dès la fin des années 1930, le grand écrivain Asimov, et entre nous soit dit, si je n'avais pas lu Asimov, j'aurais peut-être été moins sensible au sujet en ce qui me concerne, Asimov déjà commençait à envisager ce qui allait se produire par l'évolution naturelle de ce que lui-même avait appelé la robotisation, c'était un terme qu'on lui doit. Et ce qui est assez extraordinaire avec Asimov, c'est que, comme toujours à l'origine d'un phénomène, dans les toutes premières années, pour ne pas dire dans les premiers mois, on va tout au bout du développement possible du phénomène. Et puis ensuite, on revient en arrière et la réalité nous ramène sur le plancher des vaches, si je puis dire, et nous oblige à tenir compte des avancées, des progrès, des accidents, des hauts et des bas, des accidents, des creux et des bosses, pour reprendre l'expression de Nicolas Lopez dans la belle introduction qu'il donne au dossier qu'il a dirigé dans ce numéro d'Historia. Les creux et les bosses, on est obligé d'en tenir compte pour justement avancer. C'était entre février 96 et mai 97. Moi, je me rappelle cet événement. Je ne suis pas persuadé que tout le monde à l'époque s'en soit tellement soucié. Ça a été un événement absolument extraordinaire. C'est une bascule considérable. C'est le moment où, pour la première fois, une machine s'est imposée face à un très grand cerveau. Et le très grand cerveau, c'était celui de Kasparov, vous savez, le champion d'échecs soviétique. Quand je dis soviétique, en 96-97, il n'était déjà plus soviétique, il était devenu simplement russe, représentant de la Fédération de Russie. Et Kasparov a gagné certaines des parties face à Deep Blue, il en a perdu d'autres. Ça fait l'objet en ce moment d'une série d'ailleurs qui va être diffusée là, sur Arte dans les semaines qui viennent, dont on va beaucoup parler, je pense. Et c'est à juste titre qu'on en parle, parce que ça a été un moment fondateur. C'est un point de bascule. Alors on va voir ensemble tout à l'heure s'il faut considérer ça vraiment comme un point de bascule. Entre parenthèses, je précise que Kasparov lui-même a toujours contesté ce qui s'était passé et dit qu'il y avait eu trucage et que les ingénieurs d'IBM, en fait, se trouvaient, entre guillemets, derrière la machine et l'avaient un peu aidé. Bon, aujourd'hui, on sait que la machine s'est suffit à elle-même et qu'elle l'a battu, quoi qu'il ait pu en dire. 20 ans plus tard, c'est une machine qui s'appelait DeepMind AlphaGo qui a battu par ailleurs le championnat du monde de jeu de Go. Et ça, c'était tout ce qu'il y a de plus incontestable, et c'était en 2016 déjà. Et en 2018, on a vu, c'était il y a 6 ans, donc là, c'est dans une histoire extrêmement récente, on a vu ce mur du son qui est en matière d'intelligence artificielle, le test de Turing, franchi à son tour par le succès d'une machine qui dépasse les humains dans la réponse à un test complexe. Et puis, cette année même, cette médaille d'argent obtenue aux Olympiades internationales de mathématiques par l'IA présentée par Google. Bon, jusqu'au bout. Dans un sujet comme celui-ci, il est très difficile de ne pas se sentir un peu pris de vertige et de ne pas se sentir aspiré vers le futur. Vous qui êtes là, pour beaucoup d'entre vous, me connaissez comme un conteur d'histoire. Et c'est vrai que l'histoire me passionne. Je vis dans le passé, dans le style toujours. J'essaie de vivre dans le présent, parce que c'est quand même le but de l'existence. Mais dans la pratique, je vis beaucoup dans le passé. Et je salue le président de la Cité de l'Histoire qui est là ce soir. Et nous travaillons aussi là-bas, dans la Grande Arche de la Défense, à ressusciter ce passé. Mais quand on parle d'un phénomène qui est en plein développement, qui est en train de manière asymptotique, de prendre un envol qui est quasi vertical, on est très intéressé et très tenté de parler plutôt du futur, de ce qui nous attend, d'essayer de comprendre à quelle sauce nous allons être mangés dans les années qui viennent. Eh bien, il me semble intéressant de résister à ce vertige,
de bien vouloir laisser de côté le futur, même si nous en dirons quelques mots à la fin de cette causerie, si vous le voulez bien, de cet échange, pour revenir sur le passé. Alors, je parlais des origines conceptuelles des années 40 et 50, de la naissance officielle de l'IA, je vous le disais, en 1956, des succès qu'ont rencontré les premières réalisations dans les années 60 et 70, avant ce qu'on doit pouvoir considérer comme une traversée du désert dans les années 1980. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où plus personne ne croyait à cette idée même d'intelligence artificielle avant qu'elle ne renaisse comme un phénix de ses cendres dans les années 90, vous le savez. Et avec le machine learning des années 2000 et le boom du deep learning dans les années 2010 ne viennent à tout bousculer. Et les deux références, alors on pourrait citer Norbert Wiener, on pourrait citer Claude Shannon, c'est ce que fait le dossier d'historien, je vous précise, Herbert Simon, Marvin Minsky, bien sûr, Geoffrey Hinton, tous les noms que vous connaissez, qui ont chacun apporté sa pierre à un édifice en permanente évolution. Mais les deux grands noms qu'on a envie de retenir, parce qu'à mon avis, ils sont un peu le Platon et l'Aristote, pour être, oui, le Platon et l'Aristote de cette affaire. Le Platon de l'intelligence artificielle, alors je m'avance beaucoup en disant ça, et je dis ça sous le contrôle de, non pas 2, mais 3 spécialistes, puisque je salue Bertrand Hénard qui est là aussi, et dont je sais que va le démanger très vite l'envie de prendre le micro, et ce sera un grand plaisir de l'entendre. Il y a 2 figures majeures, fondatrices, celle d'Alan Turing, bien entendu, qu'il me paraît possible, avec mon esprit littéraire limité, peu coutumier de la réflexion scientifique, qu'il me paraît possible d'assimiler à l'idée d'une intelligence artificielle qui serait maîtrisée, qui serait celle, en quelque sorte, d'un apprentissage, la machine cherchant à imiter des comportements humains et des processus biologiques humains. Et puis, évidemment, von Neumann, qui lui, dès le début, un peu à la manière d'Asimov, mais avec toute la limite que lui imposait le développement des technologies dont il disposait, qui lui va plutôt d'emblée imaginer la possibilité d'un auto-apprentissage et d'une autonomisation progressive de cette intelligence artificielle qui devient une intelligence à part entière. Et je pense que vous êtes un grand nombre ici, l'immense majorité. Je salue Clémentine Portier-Gattenbach, qui ne suis pas persuadé qu'elle fasse partie de cette majorité. Quoi que je me trompe peut-être. En tout cas, vous êtes très nombreux à utiliser ChatGPT, bien sûr. Et vous savez que ChatGPT a sa vie maintenant et que cette intelligence artificielle finit par exister par elle-même. Alors on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qu'elle pense, si elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Alors là, je n'en sais rien, je m'avance beaucoup si elle ressent quelque chose, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle produit du neuf. Cette production du neuf, c'est la poésie telle que l'envisageaient les anciens, du verbe poiein, créer, c'est-à-dire concevoir à partir d'un chaos, concevoir de l'ordre à partir du chaos. Cet ordre, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de le créer, et le simple fait que des productions nous soient constamment fournies est un indice, me semble-t-il, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a bien quelque chose derrière. Est-ce que ma distinction entre les 2 visions initiales, celle de Turing et celle de von Neumann, peut résister 2 secondes à l'expertise d'un spécialiste, cher Nicolas Lopez, dont je précise qu'il est cofondateur d'Enesia. Alors merci Franck, je pense qu'on peut applaudir Franck d'ailleurs pour cette présentation. Alors c'est la première fois de ma vie que je me retrouve confronté à passer après Franck Ferrand. Donc d'habitude j'ai... En privé ça arrive souvent. En privé ça arrive. Alors jusqu'à présent je croyais que le maître du temps c'était Albert Einstein. Sauf que je m'aperçois que finalement, peut-être le maître du temps, c'est Franck Ferrand, en réalité. Probablement le maître de l'histoire, le maître de l'histoire comptée, à tel point que la présentation que j'avais voulu faire initialement, je crois que Franck l'a complètement abordée et finalisée. Donc je vais essayer J'ai prévu. Je vais essayer de présenter un petit peu avant, du coup, la naissance de l'IA. Pourquoi la période qui est considérée comme la véritable naissance de l'intelligence artificielle, c'est les années 30, les années 40.
mais je pense qu'il serait bon de réfléchir un petit peu aux véritables fondations d'une intelligence artificielle au sens philosophique du terme. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu associer à la fois à ce numéro et à cette conférence donc Stéphane Ancel, qui est historien, mais qui à la base est un historien spécialiste de l'histoire des religions, des mythologies. Et il est très intéressant de voir qu'en réalité, l'intelligence artificielle, bien qu'on la situe dans les années 30-40, en réalité est née dans la plus ancienne mythologie, on va dire, connue. Et peut-être qu'il serait bien qu'on aborde le sujet ce soir par ce thème. Donc je vais peut-être laisser la parole au début à Stéphane Ancel. Si tu veux bien, mon cher Stéphane, voilà, faire ta présentation. Tu délègues? Je délègue. Merci beaucoup, c'est un honneur, et d'autant plus que, effectivement, devant des gens intéressés, connaisseurs de la science, de l'intelligence artificielle, je fais les figures de grands amateurs. Et ça me rend à la fois humble et c'est très stimulant de réfléchir à ces thématiques. Et effectivement, je viens de loin, d'une certaine manière. Je suis antiquisant, donc des périodes très éloignées, histoire des religions. Et au fur et à mesure, j'en suis venu par différents biais à m'intéresser justement à ces thèmes. D'abord parce que c'est notre monde. Donc je suis pas. Alors moi aussi je vis dans le passé, peut-être encore plus ancien, c'est bon, l'Antiquité, voilà. Donc, c'est vraiment un monde très particulier. Mais le présent me rattrape inexorablement et me pousse même parfois vers le futur. Et c'est pas sans frisson que j'envisage le futur, surtout en regardant le passé. Et l'intelligence artificielle est évidemment à la croisée des chemins, ou nous met l'humain à la croisée des chemins. Et moi, c'est par ce biais-là, par le biais de l'humain, que je suis venu à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change dans notre rapport au monde, dans le rapport de l'humain à son environnement. Et je le dirai tout à l'heure, ce sera aussi ma conclusion, dans le rapport à soi. Comment l'humain se perçoit en passant par aujourd'hui l'intelligence artificielle. Quelques petits points, il y a 4-5 points que j'aborderai et vous allez voir, c'est assez rapide, histoire de poser comme ça quelques jalons. D'abord, la question de la définition. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais déjà, vous savez très bien, dans les deux mots intelligence artificielle, il y a déjà deux problèmes. C'est qu'on ne s'entend pas tous sur ce qu'est ce que recoupe le mot intelligence et ce que recoupe le mot artificiel. Bon, donc déjà, et c'était comme ça en 56, il y a déjà un malentendu, et notamment entre le monde anglo-saxon et le monde francophone, parce que quand vous dites intelligence dans le monde anglo-saxon, c'est du renseignement, c'est du data, c'est du stockage. Quand vous le dites dans le monde francophone, il y a une notion de conscience, il y a une notion qui est même au-delà de métaphysique éventuellement, et ça produit un nombre de fantasmes incroyables. Quand on dit intelligence artificielle, on pense je pense, l'ère francophone immédiatement, à une conscience qui pourrait nous guider, qui pourrait nous détruire, Bon, or, moi, ce qu'on me dit en règle générale, c'est que l'intelligence artificielle, c'est surtout du stockage, c'est surtout, évidemment, après, avec le deep learning et machine learning, d'adaptation et d'évolution, bien sûr, mais de conscience, comme dit Ganassia notamment, de conscience, la fameuse singularité, le moment où ça va basculer, où l'intelligence artificielle vraiment aura une conscience, c'est probablement, là encore, une mythologie. Probablement pour se faire peur, juste c'est ce qu'on me rapporte, ce que j'entends, et on aime se faire peur. Regardez tout le cinéma de science-fiction, Asimov aussi, d'ailleurs, les adaptations cinématographiques. Et donc on aime particulièrement se faire peur. Donc déjà dans la définition, il y a un malentendu, il y a quelque chose déjà à creuser. J'ai envie de dire que l'intelligence artificielle
j'ai l'impression, regroupe tellement de choses qu'on peut y venir de toutes parts. On avait rencontré, tu m'avais fait rencontrer un physicien à Saclay qui disait, moi je quitte un petit peu le monde de la physique pure, physique théorique et physique fondamentale, et je viens travailler sur l'IA, mais vraiment juste avec ma petite parcelle de connaissances sur la physique. Et le reste, moi, je ne touche pas et je ne les connais pas. Et il disait, mais, en fait, on peut venir de toutes parts vers l'intelligence artificielle. Je viens de l'histoire des religions. Donc ça me permet un peu de décontexter. Effectivement, c'est un domaine assez ancien, voire très ancien, ce qui surprend parfois les jeunes. Il faut dire que tout surprend les jeunes aujourd'hui, donc, mais à des ingénieurs parfois, surtout toi, Excusez-moi, mes blagues sont très mauvaises à cette heure-ci de la journée, personne ne rit, merci, ça me fait plaisir. Non, on va décortiquer après, on va débriefer, mais c'est vrai qu'à des ingénieurs, même à des ingénieurs, à des gens, à des jeunes qui sont particulièrement dans ce travail-là sur l'intelligence artificielle, quand on leur dit que ça remonte aux années 50, et on peut remonter aux années 30, et on peut encore remonter, et je vous assure, mais c'est pas la majorité, bon, mais ils tombent des nues, parce qu'on a tellement l'impression que c'est contemporain, que c'est ici et maintenant. ChatGPT fait même figure presque d'ancien, puisqu'il y a les nouvelles versions, etc. Donc c'est en constante évolution, c'est tellement présent que quand on dit ça a 70 ans, ah oui, mince, et le monde il y a 70 ans, c'est pas celui d'aujourd'hui. Et ça va être très très intéressant, et là, c'est là où j'interviens d'une certaine manière, c'est que l'historien a des trucs à dire sur le contexte d'apparition de l'intelligence artificielle entre les années 30, vous l'avez dit, entre les années 30 et les années 40 et début 50. C'est que moi, je le perçois comme ça, et on en discutera, il n'y a pas de souci. D'abord, on a affaire à des gens qui sont des génies. Le terme est calvaudé, évidemment, hein, puisque n'importe quel TikToker se dit génial. Bon, là, on a affaire à des gens, Norbert Wiener, dont je parlerai tout à l'heure, qui me fascine, Ron Neumann et tous les autres, non seulement étaient des génies dans leur domaine, mais aussi s'intéressaient à tous les autres domaines. C'est-à-dire que beaucoup avaient des grandes compétences en philosophie, en histoire. Donc il réfléchissait en même temps qu'il créait. Et il crée un nouveau monde. Et il faut bien visualiser, à mon sens, le fait que dans les années 30 et 40, surtout, évidemment, avec le choc de la Deuxième Guerre mondiale, on en est revenu de l'homme nouveau né avec les Lumières. Les Lumières avaient fantasmé l'homme nouveau, civilisé, qui acquiert tous les possibles grâce à la connaissance, qui sort même peut-être du champ de la nature, comme le disait Descartes, et qui donc met la nature un petit peu de côté parce que l'homme... Dans un abstrait. Oui. Voilà, j'allais dire avec un H majuscule, mais même pas, l'homme par rapport à la femme. L'homme, et l'homme plutôt occidental, est très différent de la nature, parce que lui, il pense. La nature ne pense pas. À partir du moment où vous pensez, là, vous avez un degré supérieur à ce qui vous entoure, et vous pouvez donc le contrôler. Alors, c'est extrêmement bien. Il y a des choses extraordinaires dans les Lumières, évidemment, mais on nous a appris pendant des générations et des générations qu'il n'y avait que du bon dans les Lumières. Or, les Lumières, il y a de tout. Ça a produit également la terreur pendant la Révolution française. Ça a produit des catastrophes coloniales. Donc les Lumières, on pourrait presque dire qu'elles ont abouti, et alors, évidemment je schématise, et peut-être que ça va faire sursauter certains, mais on pourrait dire que les Lumières sont mortes avec Auschwitz et Nagasaki et Hiroshima. C'est-à-dire qu'en 1945, en août 1945, vous avez en même temps le procès Nuremberg qui se met en place sous l'égide principalement des États-Unis, et dans le même temps, 2 jours avant, 2 jours après, il y a les bombes sur Hiroshima et Nagasaki.
Et un philosophe comme Gunther Anders, qui était le premier mari de Hannah Arendt, qui est le grand philosophe, le grand penseur du nucléaire et des problèmes du nucléaire, a dit c'est dans le zéro de la moralité. Tout recommence à ce moment-là. Tout recommence sans qu'il y ait... Enfin, avec une division difficile entre le bon et le mauvais, les méchants et les gentils. Hiroshima, c'est pas ce qu'on a fait de mieux en humanisme. Alors après, il y a le contexte, etc., bien sûr. Mais c'est compliqué de penser l'humanité à partir d'Auschwitz et d'Hiroshima. Et vous avez là des penseurs, peut-être Turing et évidemment Norbert Wiener, dont beaucoup d'ailleurs sont issus du judaïsme est-européen et qui ont souffert plus ou moins directement de ce cataclysme de la Deuxième Guerre mondiale et qui réfléchissent à un homme nouveau, qui réfléchissent à un monde nouveau. Et en 2 secondes, c'est quoi l'homme nouveau et le monde nouveau? Ce qui nous a fait perdre, c'était la notion de frontière, c'était la notion d'identité, c'était la notion de repli sur soi. Il faut absolument tout ouvrir, il faut être dans la communication absolue, totale. Si on peut être aidé en plus par les machines, les robots pour nous porter, pour nous aider à nous élever très très bien, et la plus grande clarté contre l'opacité, la plus grande visibilité, qu'il n'y ait plus rien à cacher d'une certaine manière, qu'on soit que dans la communication. C'est l'homme nouveau qui naît avec, me semble-t-il, hein, c'est vraiment personnellement partagé par pas mal de gens quand même, mais voilà, c'est une vision que j'ai. C'est l'homme nouveau par le tout communication et par aussi, et donc l'intelligence artificielle. C'est pas, à mon avis, un hasard, c'est tout se crée, c'est tout converge dans les années 30 et dans les années 40 vers ça. Norbert Wiener le dit, extraordinaire, parce que Norbert Wiener crée une science, il crée le nom de cette science et il explique au grand public sa science. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Dans son petit livre Cybernétique et Société, c'est en 1950, il explique au grand public ce qu'il a créé avec évidemment un groupe autour de lui, de plusieurs disciplines différentes, qu'il a créé, ça doit être en 48. Et cybernétique, c'est un mot qu'il a forgé, qui prend du grec ancien, c'est le contrôle d'une machine. C'est le gouvernail sur un bateau. C'est-à-dire que c'est pas le fait de créer des machines, c'est comment les gouverner, comment gérer une machine, et donc bien sûr avec tout ce qui va apparaître comme le deep learning plus tardivement, mais lui met en place ce qu'il appelle le feedback, l'interaction constante de la machine et de l'humain. Et ce qui est fascinant avec Wiener, c'est que tout de suite, il pose les fondamentaux donc cybernétiques, ce qui après va être appelé robotique, mais voilà, ce que l'on vit aujourd'hui, il en pose les bases et il en pose déjà les limites. Je vais dire en une minute. Les bases, c'est très simple, il dit la cybernétique part du principe que tout sera réalisable par une machine. Vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est faisable, c'est simplement une question de temps. Et en 1900, ça doit être dans un ouvrage, ça doit être un peu plus tard, 1960 je pense, il dit, un jour, et il dit aujourd'hui on me prend pour un fou, mais un jour, une machine battra un humain aux échecs. Il a fallu 37 ans à peu près pour ça, mais c'est pas du tout une question de faisabilité. Bon, ok. Deuxième principe, l'humain va vouloir tout déléguer. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire, et tout ce qu'on pourra déléguer aux machines, on le déléguera. En plus, les machines, de toute façon, feront tout mieux que nous. Donc, c'est top. Voilà, on va tout déléguer. Et troisième chose qui est la conséquence, donc, dit-il, il faut d'ores et déjà se demander qu'est-ce que l'on ne veut pas céder à la machine. Qu'est-ce qui reste humain? Qu'est-ce qui devra rester humain au risque qu'on ne soit plus humain? Et il répondait, c'est le choix moral. Il faut toujours qu'il y ait un humain au bout de la chaîne pour prendre la décision. Si on laisse la décision ultime à la machine,
alors on se perd en tant qu'humain, puisque de toute façon la machine ne peut pas prendre en compte l'ensemble des possibilités. Il y aura toujours quelque chose qui échappera. C'est les questions que se pose, je crois, Tesla, avec les catégories de voitures, niveau d'autonomie, et jusqu'à ça, qui serait une voiture complètement, totalement autonome. Et vous savez bien que ça pose des questions. Alors ces fameux dilemme du tramway, qui on sauve, etc. Bon, c'est un peu stéréotypé. N'empêche qu'on est tous attentifs. On est tous attentifs à ça. J'en viens à mon dernier point. Il y a la perception après. Là aussi, c'est une question de mentalité. La perception de l'intelligence artificielle dans le grand public. C'est quand même extrêmement étonnant que ça soit si stimulant, qu'on s'extasie devant l'intelligence artificielle, mais que quand vous regardez les œuvres littéraires et les œuvres cinématographiques, à 99%, c'est des dystopies. C'est-à-dire, dans le cinéma de science-fiction, on se fait systématiquement casser la figure par l'intelligence artificielle. On se fait détruire à chaque fois. Bon, je suis un grand fan de Matrix. J'ai écrit un livre sur Matrix, justement, qui est la point de bascule, parce que bascule du siècle, de millénaire, bascule par rapport à l'intelligence artificielle, et on est pris comme un virus par une machine, virus sur la planète, qu'il faut éradiquer pour le bien de la planète. Et on fait appel très souvent à des mythes fondateurs, là aussi, donc c'est un peu, voilà, c'est davantage mon domaine. Quels sont ces mythes fondateurs qui sont à chaque fois associés à l'intelligence artificielle? Faust, le golem, Prométhée, Frankenstein. Enfin, et on n'en sort pas. Je vous donne quelques exemples très rapides. Oppenheimer a été très souvent qualifié de Faust, et la tentation faustienne d'Oppenheimer. D'ailleurs, Oppenheimer a précisé, dans les années 50, il a dit dans une interview les physiciens connaissent désormais le péché. Le péché, c'est une notion purement judéo-chrétienne musulmane, purement monothéiste, parce que dans le bouddhisme, je suis pas sûr qu'il y ait cette notion-là, taoïsme, péché, c'est-à-dire de se prendre pour Dieu, c'est-à-dire d'avoir accès à une connaissance qui aurait dû nous être fermée. Norbert Wiener, son dernier ouvrage, 1964, avant de mourir, qui recueille plusieurs de ses articles, God and Golem. Et il dit, nous avons façonné un golem. Et il dit en 64, nous ne sommes plus maîtres de ce que nous avons créé. Il a voulu lui-même arrêter à plusieurs reprises la science. Elle dit, la science nous échappe. On ne peut pas savoir dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui va sortir. Et ça m'a frappé quand vous disiez, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et moi, je me dis, mais c'est pas nous qui fabriquons l'intelligence artificielle. Enfin, et effectivement, c'est quelque chose qui sort complètement du champ de l'humain, presque, et qui devient complètement, qu'on a rendu complètement indépendant de nous. Le pape, les papes successifs depuis plusieurs décennies n'arrêtent pas de contester, de condamner la volonté prométhéenne de la civilisation, la tentation prométhéenne. Donc, c'est-à-dire de prendre le feu et de remplacer les dieux. Gunther Anders avait façonné le principe, le principe de la honte prométhéenne, c'est-à-dire que l'humain a honte face à ce qu'il a façonné et qu'il le dépasse. Et qu'on court après, en fait, ce qu'on a créé et on ne le dépassera jamais. Et donc, il disait que ça nous donne un vrai sentiment d'infériorité, de complexe d'infériorité. Frankenstein est un mythe extrêmement répandu, 1816, quand ça a été écrit par Mary Shelley, et j'ai presque fini, à partir, si on remonte, oui, l'intelligence artificielle remonte à loin, et oui, les critiques de l'intelligence artificielle, de la robotique et des machines remontent à aussi loin. C'est-à-dire que dès le début du 19e siècle, avec la révolution industrielle, vous avez des intellectuels qui commencent à frissonner en disant « Oui, mais ça nous mène où ? Oui, mais est-ce que l'humain ne va pas être détruit parce qu'il crée ?» Un auteur avait dit au milieu du 19e siècle « Jupiter foudroiera Prométhée ». Il y a un moment donné, il y a une revanche, il y a quelque chose qui va se passer. Bon. On est dans les fantasmes aussi. Et là, c'est la perception qui m'intéresse. Et donc, pour conclure, je reprends là ce qui a été dit, de créer de l'ordre à partir du chaos. Créer de l'ordre à partir du chaos, où vous lisez le premier verset de la Genèse, où Dieu façonne le monde à partir du tohu bohu. Tohu bohu, c'est le sans dessus dessous, c'est le désordre. C'est Dieu qui crée l'ordre
à partir du désordre. On compte aujourd'hui sur les machines pour recréer de l'ordre là où il y a du désordre. Et à mon sens, c'est ma conclusion ultime, à mon sens, eh bien, c'est nous qui nous recherchons. C'est-à-dire que, quelles sont les premières questions qu'on pose en général à ChatGPT, à part un économie, mais sinon, c'est qui on est, est-ce que Dieu existe, où on va. C'est des questions métaphysiques. Et on a envie que l'intelligence artificielle, qui en fait est une production humaine, que l'intelligence artificielle réponde à ces questions, parce que nous n'avons plus Dieu, parce que nous n'avons plus les animaux en miroir. Nous ne sommes pas des animaux parce qu'on a plein de trucs. En plus des animaux, or aujourd'hui on sait qu'on est quand même des animaux comme les autres, comme les grands mammifères. Donc on n'a plus le regard de Dieu, on n'a plus le regard de la nature ou des animaux. On demande le regard de la machine pour nous dire en fait qui on est, où on va. On retrouve les questions métaphysiques que se posaient déjà les sages de l'Antiquité. Et je vous remercie, cher Fête. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors peut-être qu'il y a des questions déjà que... oui, monsieur. Puisqu'on parle un peu d'historique et du temps passé, et bravo pour votre exposé, que s'est-il passé? Avez-vous la mémoire, peut-être Franck ou Stéphane ou Nicolas, de ce qui s'est passé quand Ada, Byron, a lancé, fabriqué ses premières machines? C'était déjà il y a très longtemps, c'était au début du 19e siècle. Est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose de la presse En fait, le problème c'était, on se situe, me semble-t-il, dans les années 1840, et effectivement, Lady Lovelace était en fait l'étudiante d'Alfred Boole, qui avait établi le premier, il avait conceptualisé le langage binaire globalement. Et effectivement, en théorie, on était capable de créer un algorithme ou plusieurs algorithmes qui auraient permis, en théorie, de simuler des comportements humains, etc. Sauf que la puissance de calcul n'était pas là. On ne maîtrisait pas encore les lois de l'électricité. On va dire que c'est qu'à partir des années 30 où on a commencé à systématiser l'usage des algorithmes dans les ordinateurs qui étaient naissants. Mais grâce à l'électricité, sans l'électricité, vous n'aviez pas la puissance de calcul pour pouvoir traiter un algorithme suffisamment rapidement. Donc en théorie, un algorithme fondamentalement, c'est un calcul qu'on répète. Et la théorie des algorithmes, elle est connue depuis, je dirais, l'Antiquité. Mais elle a vraiment été théorisée qu'à partir des années 1840. Donc, et aujourd'hui, on se sert d'algorithmes qui ont été théorisés dans les années 1840. Alors, un truc qui est très intéressant, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que effectivement, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui repose sur des concepts anciens et des concepts qui ne sont pas simplement philosophiques. On va prendre par exemple le cas d'Héron d'Alexandrie. Héron d'Alexandrie avait déjà réfléchi à des machines qui permettraient de se comporter comme des humains. Donc Héron d'Alexandrie était bibliothécaire de la fameuse bibliothèque et également était probablement le premier père de la machine à vapeur. Donc il était fasciné par les automates et déjà il avait conceptualisé, il avait théorisé un petit peu l'idée d'une machine capable de penser. Donc ce sont des concepts qui sont très vieux et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de créer de faire avec Franck une édition l'histoire de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle repose vraiment sur des concepts historiques qui sont aussi vieux que l'humanité et on croit que c'est une discipline de pointe aujourd'hui technologiquement, mais en réalité c'est une discipline qui repose sur 4000 ans d'histoire. Et au-delà de ça, on va dire non seulement qu'elle repose sur 4000 ans d'histoire, mais elle repose sur 4000 ans d'histoire de plusieurs disciplines. C'est-à-dire que moi, par exemple, là j'ai quelques élèves dans la salle, au moins un élève que j'ai eu, brillant d'ailleurs, les premiers cours que je fais sur l'intelligence artificielle, c'est montrer à quel point l'intelligence artificielle est un agglomérat de plusieurs disciplines. Alors, bien entendu, les mathématiques, la logique, l'ingénierie informatique, mais pas que. L'économie, par exemple, avec la théorie des jeux,
qu'on utilise énormément en intelligence artificielle, la psychologie, les sciences cognitives, et tout ça, ce sont des disciplines qui ont une histoire et qu'on tente d'amonceler, qu'on tente d'agglomérer pour produire, pour créer des machines qui vont produire de la pensée, ou dont on espère qu'elles vont produire de la pensée, voire même, tu disais, Franck, des émotions. Donc, l'idée, c'est que s'il y a véritablement une discipline qui fait partie intégralement de l'histoire, c'est l'intelligence artificielle. Parce que sans cette histoire humaine, on n'aurait pas créé ces concepts de pointe aujourd'hui qui va révolutionner notre industrie, notre science et notre façon de vivre. Donc, Franck et Stéphane ont parlé beaucoup d'histoires passées. Je vais me permettre un petit peu de parler peut-être un peu de futur, en prenant vraiment pas mal de pincettes et en essayant de ne pas aller trop loin, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on a essayé de conceptualiser le futur, eh bien, on s'est planté, ou on a été en retard par rapport à ce qu'on avait imaginé. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a deux disciplines qui avancent parallèlement à des niveaux très rapidement. Là, nous avons la chance et l'honneur d'avoir la patronne de l'Institut de physique théorique de Saclay, qui est une grande experte de mécanique quantique. Et on voit que l'ingénierie quantique avance très rapidement, probablement à la même vitesse que l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne va pas unifier les deux sciences, enfin si on peut parler de sciences, les deux domaines, l'intelligence artificielle et la quantique, la rapidité de l'ingénierie quantique avec les concepts de l'intelligence artificielle, fondamentalement, qu'est-ce que ça peut donner? Alors aujourd'hui, on voit des sociétés d'informatique, d'accord? On voit des sociétés de cryptographie, mais ce que je remarque surtout, c'est des sociétés qui commencent à s'intéresser aux deux sujets en parallèle, et ces sociétés sont des sociétés de pharmaceutiques. Alors ces sociétés de pharmaceutiques, elles arrivent à découvrir des protéines. Là, en l'espace de quelques années, en très peu d'années, 2-3 ans, on a réussi à découvrir 200 millions de protéines, de nouvelles protéines, qui sont impliquées dans le cancer, qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson. Et l'intelligence artificielle a été capable, à elle seule, de découvrir cela. Donc, si on arrive à l'associer à de l'ingénierie quantique, eh bien peut-être, pourquoi pas, arriver un jour à éradiquer le cancer, à éradiquer la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et des pathologies aussi néfastes que celles que l'on peut imaginer. Donc, l'union de ces deux sciences, aujourd'hui, peut arriver, pourquoi pas, peut-être, on arrive à un point de rupture, à l'éradication des plus gros maux de l'humanité en termes de santé. Pas en termes de santé, pas en termes d'écologie ou en termes d'économie, de finance ou autre chose. Mais en termes de santé, l'intelligence artificielle et la quantique, à mon avis, est capable de nous apporter ça. Donc, une chose très intéressante d'ailleurs, et que je ne cesse de remarquer, c'est que au départ, quand l'intelligence artificielle est née, on imaginait qu'il y avait des concepts propres à l'intelligence artificielle. Donc on essayait de créer un champ d'expertise, des lois, plutôt des méthodes. On n'avait pas véritablement théorisé au sens de théorie mathématique ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc on créait des méthodes, des calculs, des procédures, voilà, et c'est ce qui constituait l'intelligence artificielle. Mais au fur et à mesure des années, depuis les années 50, on s'aperçoit qu'on utilise des méthodes de plus en plus empruntées à la physique, de plus en plus empruntées aux mathématiques fondamentales. Et vous avez l'impression que finalement, l'informatique, puis l'intelligence artificielle, puis peut-être l'intelligence artificielle et la quantique, tendent vers des lois de la physique. Et aujourd'hui, il n'existe pas de théorie de l'intelligence artificielle, mais par contre, l'intelligence artificielle prend pour référence des méthodes empruntées à des théories bien structurées, des théories de physique, des théories de mathématiques. Aujourd'hui, par exemple, les variétés différentielles, il y a son concept de maths hautement spécialisé, servent à créer des réseaux de neurones.
ou servent à améliorer notre compréhension d'autres méthodes dans l'intelligence artificielle. Et on est en train de théoriser cette discipline. Donc si un jour on arrive à théoriser l'intelligence artificielle, comme on a théorisé la relativité générale ou la mécanique quantique, par exemple en physique, eh bien on est en droit de supposer que là aussi on risque d'exploser notre savoir et notre capacité à évoluer, à créer des nouveaux systèmes dans la santé, mais également pourquoi pas dans l'écologie, pourquoi pas dans la finance, d'accord, faire des... ou globalement améliorer, rendre plus moral peut-être les éléments de notre société. Alors effectivement, moi je suis un optimiste, mais il y a beaucoup de pessimistes bien entendu. Effectivement, l'intelligence artificielle, la quantique ne présage pas que du bon. Mais ce que je vois, moi personnellement, c'est que guérir des maladies, guérir de cancer, guérir de la maladie d'Alzheimer, guérir de Parkinson, eh bien je trouve ça suffisamment noble pour avoir suffisamment confiance à l'intelligence artificielle et éventuellement son unification, son union avec d'autres disciplines comme la quantique. Et donc je ne m'aventurerai pas à imaginer ce qui peut se passer dans le futur, puisque le futur est impalpable, mais je dirais que ces voies-là me semblent relativement raisonnables et bourrées d'espoir. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions. Oui, Bertrand. Je veux juste mentionner que c'était plusieurs disciplines, mais la biologie a joué un rôle très important. Absolument, j'ai oublié la biologie. Exactement. Alors, je l'ai cité un peu avec les neurosciences, mais effectivement, c'est les réseaux neuronaux du cerveau, du coup, qui nous ont permis un petit peu de visualiser tout ça. Il me semble aussi que dans un interview il y a quelques jours, Sam Altman a dit que l'IA allait régler le problème du climat. Oui, absolument, absolument. Et je le pense. Donc, ouais. Il y a trop d'optimisme, là il faut que j'intervienne. C'est un peu dans le même genre. Il y a quelques années, c'était je pense vers 2015-2016, un général américain interrogé par le Congrès sur le programme de robotique américaine a dit qu'il était important que les États-Unis développent des robots soldats parce que les Russes et les Chinois allaient faire Terminator, mais que eux allaient faire Robocop. C'est un point très intéressant. Cet exemple stratégique, ou en tout cas militaire, me permet de mettre un bémol par rapport à ce que tu viens de dire, me semble-t-il. J'ai l'impression de prolonger la débat habituelle. Peut-on théoriser l'intelligence artificielle comme on a théorisé la mécanique ou la physique quantique? Ce sont d'un côté en étant en présence d'une discipline scientifique et d'une théorie qui peut se raffiner, qui peut être remise en cause, qui peut, etc. De l'autre, nous sommes bien en présence d'une pratique, de quelque chose qui est un développement pragmatique, plus ou moins, et plutôt moins que plus, contrôlé. Y a-t-il une théorisation possible de l'intelligence artificielle? Sans doute peut-on fixer des cadres. Certains l'ont fait. Je parlais des lois de la robotique d'Asimov, de la loi de Turing, bon, etc., de la théorie des automates, enfin bon, bref. Il y a eu on peut mettre des garde-fous. On peut créer des critères qui permettent de distinguer des évolutions qui seraient positives d'autres qui seraient dangereuses. Mais il n'y a pas de théorie de l'intelligence artificielle, me semble-t-il. Il y a une pratique. Et c'est parce qu'il s'agit d'une discipline pratique qui avance de manière pragmatique qu'elle fait peur aux gens. Parce qu'on sait très bien que ces développements presque autonomes ne sont pas contrôlables en tant que tels. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une simple vue de l'esprit. Nous sommes dans le cadre d'une transformation de la matière par la matière. Alors, je vais répondre à tes deux questions en réalité de manière contradictoire, un petit peu. La première, donc, tu m'as posé la question concernant la théorisation de l'IA, et la deuxième, les garde-fous. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de disciplines dont on soupçonne l'unité
dont on soupçonne une théorisation potentielle, la biologie. Aujourd'hui, il n'existe pas de théorie du vivant. D'accord ? On sait que le vivant est formé de cellules, d'accord ? Mais c'est tout ce dont on sait en termes d'unité. Donc, il n'y a pas de théorie du vivant. Donc, de la même façon, il n'y a pas de théorie de l'intelligence artificielle. Cependant, l'intelligence artificielle repose sur beaucoup plus de concepts mathématiques et physiques que la biologie. Donc, on est en droit de penser qu'à un moment donné, il peut y avoir un point de convergence qui permette de définir, d'encadrer scientifiquement, mathématiquement, physiquement l'intelligence artificielle. De là à mettre des garde-fous, c'est comme dire, voilà, c'est la mécanique quantique qui régit la physique nucléaire, mais malheureusement, c'est le cerveau humain qui enclenche le bouton ou pas de l'arme nucléaire. Donc, on a beau définir des lois de physique qui encadrent la physique, qui nous permettent de comprendre la méthodologie, mais en dernier ressort, c'est l'humain qui va décider de ce qu'il va faire. Je voudrais reprendre ce que tu as dit, Bertrand, tout à l'heure. Tu parlais effectivement d'armées qui veulent faire des Terminator, d'autres qui veulent faire des Robocop. Concernant la sécurité de l'intelligence artificielle, je répondrai comme ça. J'ai eu l'occasion de discuter récemment avec un grand maître de l'intelligence artificielle qui me disait que aujourd'hui, peut-être l'intelligence artificielle fait peur, mais c'est impossible de l'arrêter. La seule façon que l'on a de ne plus avoir peur de l'IA, c'est de s'associer à elle. Et comment s'associer à elle ? Ben, c'est là que ça peut faire peur. Parce que, effectivement, c'est les délires d'Elon Musk, peut-être, d'associer effectivement le cerveau à la machine. Et là, on rejoint le Robocop. Par contre, si vous faites des machines dans lesquelles l'humain n'intervient pas, qui n'est pas associé à la machine, à des réseaux neuronaux qui seraient purement artificiels, oui. Eh bien c'est là qu'effectivement il y a un danger. Alors, je veux faire peur à personne, parce que ça suscite l'effroi de se dire que la seule façon dont on a de se sortir de l'intelligence artificielle ou de se sécuriser par rapport à l'intelligence artificielle, eh bien c'est de s'intégrer en elle. Ben, c'est peut-être notre seule solution. À moins de revenir, comme disait Einstein, à des gourdins et de faire sauter la bande, quoi. Donc voilà. Là, cher Stéphane, nous avons besoin d'un point de vue pessimiste. Alors, Stéphane, tu vas arrêter. Vous me trouverez toujours là-dessus. Non, mais les pessimistes sont les seuls réalistes, il n'y a pas de... On le sait très bien. Non, mais moi, non, ça m'interroge à chaque fois sur l'humain. C'est formidable, tout ce qui est... Moi aussi, je suis évidemment à chaque fois bluffé par tout ce qu'on nous promet. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de choses qu'on nous promet que ce qui se réalise. Dans les films de science-fiction des années 70, tout le monde volait, les voitures volaient, on pourrait d'ailleurs probablement le faire, sauf qu'après il y a des questions d'économie, il y a des questions de marché, etc. Et donc je vois toujours mon petit livreur avec sa mopilette qui fait un bruit épouvantable et qui pollue. Bon, bah voilà, donc à côté de voitures qui peuvent voler. Donc il y aura toujours cet étirement-là entre les grandes innovations et ceux qui traînent un peu à la suite. Mais 70 ans d'intelligence artificielle, ça permet de faire quand même, quelques bilans, quelques petites choses. Donc c'est génial qu'on travaille sur Alzheimer, c'est génial qu'on puisse éventuellement travailler sur le cancer et peut-être en résoudre quelques-uns. Ce que je constate depuis 10 ans, c'est que l'espérance de vie aux États-Unis régresse et en Europe commence à régresser. Ah, c'est dommage. Parce que moi, je comptais là-dessus, personnellement. Je me suis dit, bon, au moins, la science, avec toutes les peurs, les craintes que j'ai, au moins, la science me permet d'être pessimiste plus longtemps encore. Et là, un Américain qui naît aujourd'hui a une espérance de vie plusieurs années moindre que celui qui est né il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, on court vers quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est complètement une absurdité à la Camus. Sisyphe, alors, il paraît que Sisyphe peut être heureux en maîtrisant sa pierre et puis en ayant une activité finalement, en l'acceptant. Mais je vous cite simplement Jacques Ellul, qui était un grand théoricien, un grand penseur de la technologie, et il disait en 1969, on va de plus en plus vite vers nulle part. Alors, je me permettrai juste de dire qu'effectivement, l'espérance de vie régresse, mais sur la base des technologies passées, pas des technologies en cours. L'intelligence artificielle, c'est en cours,
et elle n'a pas encore donné ses fruits. Donc, que ce soit l'intelligence artificielle ou certaines ingénieries quantiques, aujourd'hui, on pourra avoir les conséquences que dans 20 ans ou 30 ans. Donc, effectivement, il y a des signes qui font que, et je suis d'accord avec toi, qui démontrent que la technologie n'est pas forcément aussi miraculeuse que ça, mais il faut toujours avoir des réserves. Alors, juste une chose, pardon, je précise que l'espérance de vie régresse à cause de la technologie. C'est-à-dire que les logiciels, les écrans, le fait de plus faire de sport, de bouffer n'importe quoi, etc. Donc tout ce que nous a apporté la société industrielle, la technologie, et il me semble un peu l'intelligence artificielle à travers les jeux magnifiques, etc. En fait, nous plombent et nous font mourir plus tôt. Donc j'espère que dans 20 ans, 30 ans, ça se contrebalancera. Alors oui, effectivement, mais je veux dire, l'évolution historique n'est pas un processus inexorable, pas forcément. Il y a des penseurs qui pensent que oui, d'autres que non. Je ne suis pas de ces penseurs-là, enfin, très modestement. Ce que je vois, c'est que effectivement, la technologie, dans certains cas, dans de nombreux cas, peut être néfaste. On l'a vu d'ailleurs pendant la guerre de 14 ou la guerre de 40 avec Hiroshima et Nagasaki. Donc effectivement, la technologie peut être très néfaste et peut produire de la pollution dans certains pays. Effectivement, elle a fait des ravages en termes de pollution chimique, etc. Là où je veux aller un petit peu plus loin, c'est le fait que l'intelligence artificielle est capable d'apporter des modélisations sur l'évolution du futur et la conception de produits qui vont nous permettre d'atteindre une véritable amélioration de la qualité de vie. Là, l'intelligence artificielle, quand je parle par exemple de découverte de protéines qui guériraient du cancer, c'est pas de dire voilà, on va augmenter de quelques mois l'espérance de vie, c'est carrément éradiquer l'un des plus grands malheurs de l'humanité. Donc là, quand on va parler d'espérance potentielle de vie, ça va se chiffrer pas en 3 ou 4 mois, mais en dizaines d'années, voire plus. Donc ici, effectivement, si on se place sur une évolution théorique du progrès de la technologie de manière linéaire, effectivement, ça ne coïncide pas. Mais par contre, si on admet que l'humanité n'est pas, au sens hegelien, une évolution inexorable du progrès technologique, si on admet que de temps en temps, effectivement, il y a des sursauts, des fois on peut chuter, des fois on peut augmenter, mais que globalement, eh bien, on est dans une phase ascendante, l'intelligence artificielle est probablement, dans l'histoire de l'humanité, la phase la plus ascendante possible, ou connue, plus que les antibiotiques. Vous voyez qu'on ne peut pas les empêcher de revenir vers le futur. Et pour mettre nos deux amis d'accord, j'aurais tendance à revenir, moi, à l'histoire. Il me semble que pour bien parler de ces sujets, il faut en connaître les fondements, les bases, et il faut savoir quelles ont été les grandes étapes. C'est ce que nous faisons dans ce dossier d'Historia. Évidemment, nous faisons un peu ce que fait d'habitude l'historien, c'est-à-dire nous racontons certains grands moments, et notamment la mise en échec de Kasparov, bien sûr, mais nous essayons aussi de revenir sur les dates clés de l'IA, sur les grandes évolutions géostratégiques que cela a accompagné, sur ces deux sources originelles que sont Turing et von Neumann, et puis surtout, et ça a été ton rôle, notamment, mon cher Nicolas, nous montrons ce que, en simple matière historique, l'intelligence artificielle peut permettre, pour ce qui est de la modélisation des sites archéologiques, bien sûr, pour ce qui est de l'interrogation des archives et de la mise au service de l'intelligence artificielle de travaux qui jusqu'alors étaient extrêmement fastidieux et qui demandaient des armées d'étudiants pendant des années. Là, en 3 jours, on peut régler la question avec l'intelligence artificielle, c'est assez inouï, il faut reconnaître. Et puis aussi, en matière de réflexion sur l'histoire elle-même, à travers notamment l'utilisation de l'Uchronie, dont l'IA est friande, car évidemment, il est toujours assez tentant de faire travailler le logiciel en modifiant un des paramètres. Et en l'occurrence, on dit « et si ?» Alors par exemple, c'est ce que fait Raphaël Dorn dans son ouvrage, et nous l'avons interviewé. « Et si les Romains avaient inventé la machine à vapeur ?» Et d'un seul coup, tout change, et le monde change, etc. C'était un petit quart d'heure de publicité pour Historia.
Mais au-delà de cet aspect spécifique, je voudrais mettre en avant l'intérêt de l'histoire, encore une fois. C'est-à-dire que, en se rappelant les dates, en connaissant l'apport spécifique de chaque penseur, chaque inventeur au processus, en remettant les événements et les évolutions dans leur perspective historique, eh bien, ça permet d'enrichir le débat, de le poser et d'éviter de partir dans des projections mentales qui sont généralement l'apanage de la prospective. C'était ma façon de mettre en avant l'histoire devant un public qui, je crois, est plutôt habitué à s'intéresser au futur. Notre intention, quand nous avons créé ce dossier dans Historia, vous savez qu'il y a un grand dossier tous les mois, hein, celui du mois de novembre là, qui va sortir, est sur le climat, ce que l'histoire nous apprend du climat. Ensuite, nous parlons de la gastronomie, les évolutions incroyables de la gastronomie depuis 100 ans, etc. Ce que nous avons voulu faire dans ce dossier, c'est mettre en avant une dimension inhabituelle dans la réflexion scientifique. Et j'espère que notre public habituel, qui est un public littéraire, de passionnés d'histoire, a trouvé dans cette histoire de l'intelligence artificielle des pistes nouvelles de réflexion, d'interrogation, pourquoi pas de débat, comme nous en avons eu ce soir, et que un nouveau public, celui qui est le public des sciences et notamment les étudiants d'ENESIA, se dira qu'après tout, c'est peut-être pas mal de temps en temps de jeter un œil dans le rétroviseur et d'aller voir où sont les racines de ce dont nous parlons. Merci beaucoup à tous. Ce que je vous propose, c'est que nous continuions cette discussion à côté avec un verre.